Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. En tout cas, c'est un bonheur pour nous de vous retrouver sur votre décryptage, le décryptage de la semaine avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous les téléspectateurs, les auditeurs et tous ceux qui nous suivent sur les plateformes numériques. Tout à fait, ils sont bien nombreux. Agapit Napoléon Maforican, dans le programme Dimanche c'est politique, nous avons eu droit, sinon nos téléspectateurs, auditeurs et puis internautes ont eu droit à des plateaux du Dimanche c'est politique, l'entretien, deux entretiens d'ailleurs, l'entretien avec Pierre Dossuyovo et puis avec l'ancien médiateur de la République, Joseph Ouessou Nyolonfon. Le duel, également l'hebdo des éditorialistes, c'était quand même tout un programme alléchant proposé à nos téléspectateurs. Encore ce dimanche, Agapit Napoléon Maforican, en tout cas, au devant de la scène politique, plus de sujets politiques sont revenus au cœur des discussions. Oui, Romuald, merci bien. Vous avez parlé de l'ancien médiateur, donc il n'est pas encore ancien, il est médiateur sortant, puisqu'il n'a pas encore passé la main au moment où l'interview se faisait ce matin. Donc, du coup, il n'est pas encore ancien, il a encore les clés de la maison, il gère les affaires courantes. Je pense qu'il passe la main le jeudi, qu'il ait pu bien entendre ce qu'il a pu dire. Les plateaux, on peut sans doute retenir que la question du chef de file de l'opposition revient encore avec acuité. Beaucoup sont attentifs au discours de Paul Houmbouet, parfois très critique vis-à-vis de lui. Certains veulent le voir au-dessus de la mêlée, même si on trouve que les confrères, les journalistes sont un peu, si je les trouve un peu trop exigeants vis-à-vis du chef de file. Ce qui est dit n'est pas nécessairement faux. Il y a du pertinent que le chef de file de l'opposition ne peut pas répondre du tac au tac, ne doit pas répondre du tac au tac, mais il ne doit pas se laisser non plus marcher sur les pieds. Donc, il doit définir son champ d'action. Peut-être qu'il va falloir, quand il va rentrer effectivement dans le rôle, quand le décret lui sera réellement notifié, je ne sais pas. Mais il pose déjà des actes. Je pense qu'il faudrait qu'il sorte. Et il explique à l'opinion publique comment il perçoit sa mission. Après, il ne peut pas éviter les critiques. Il ne peut pas éviter quelques railleries. Par contre, la confusion que les confrères devraient rapidement lever, et j'ai pu le remarquer même de manière déplorable concernant même vos journalistes, ceux qui ont animé devant ces politiques, c'est qu'ils vont trouver indécent que le chef de l'opposition soit nommé. Il n'y a aucune indécence. Le chef de l'État est le premier agent du pays. L'institution président de la République est au-dessus de toutes les institutions. C'est la première institution de l'État. Le chef de l'État est le garant de l'application des lois. Donc il prenait un décret pour consacrer le chef de file de l'opposition dans le sens voulu par la loi. Je ne vois pas en quoi il doit être mal à l'aise. Donc, il ne s'agit pas à chacun, un journaliste ou à un analyste, de vouloir une expression différente. C'est une nomination. C'est une nomination. Et c'est vrai qu'on en avait discuté à Agapit Napoléon. Exactement, mais c'est que j'ai vu sur ce plateau ce matin encore, même des journalistes de télé, maintenant, revenaient là-dessus, que je commençais à les déranger, qu'on parle de nomination. C'est une nomination. J'ai été nommé. Après j'avais été élu par les journalistes, j'ai été nommé par décret pris en conseil des ministres. Regardez ce qui s'est passé le mercredi dernier à la nomination des membres du conseil électoral. Vous avez vu comment ça s'est passé? Le chef d'État n'a pas dit je nomme telle personne. Le décret est sorti. Et dans le décret, vous avez vu les noms. Au titre 2. Donc, un décret a nommé M. Nicolas Assogba, magistrat, au titre de magistrat. Alors qu'il a été désigné par l'Assemblée générale des magistrats. Un décret a nommé les députés, parce qu'il y a une décision du président de l'Assemblée nationale qui a notifié au gouvernement que voilà, pour la majorité parlementaire, pour la minorité parlementaire, mais le décret est un acte administratif. Donc, le chef de l'État est le seul détenteur dans notre système actuel. Et donc, il nomme les membres. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Et donc, en réalité, le Conseil des ministres entérine. Par exemple, quand on prend l'exemple des universitaires qui étaient élus. N'allez pas aux universitaires, restez dans ce que nous disions là, au Conseil électoral. Le Conseil des ministres, par le décret pris, a non seulement nommé celui que le chef d'État devrait nommer, mais en même temps entérine les autres nominations. Donc, ils sont tous nommés sur le même décret. On n'a pas dit que, bon, voilà, le décret là, on ne doit pas nommer, ça c'est entériné, ça c'est constaté, ça c'est nommé. Le décret nomme, portant nomination. Donc, il ne faut pas que nous étalions parfois certaines tâches, certaines incohérences, certaines incompétences. Les médias, les journalistes ont le devoir de connaissance. Ils ne sont pas des érudits, mais on ne peut pas étaler parfois des tas. Et il appartient à la journaliste d'expliquer. Mais si elle même étale ces doutes-là,
sur la place publique. Mais quand ça fait déjà 2 semaines que M. Oumbé est nommé, les gens ont tout le temps d'aller comprendre. Mais on ne peut pas dire que ça les dérange. Non, ça ne peut pas les déranger. Eux, ils ne sont pas là pour être dérangés, ils sont là pour informer et pour relayer, pour analyser sans doute. Ils peuvent suggérer, mais on ne peut pas dire que ça dérange, non. Ça se passe comme ça, partout, un acte administratif doit être pris. Et Carl Fayon de Matinal a expliqué ça sur le plateau, mais bon, il y en a qui sont toujours dérangés, ça pose un problème quand même d'incrédulité chronique. Bon, peut-être revoir à l'avenir l'intitulé. Il n'y a rien à revoir. C'est de cette incrédulité que vous parlez, monsieur Rouy. C'est ça. Vous n'êtes pas là pour faire revoir l'intitulé. C'est comme ça, ça se fait. Vous souffrez de constater ça et de devoir l'expliquer. Donc, il n'y a pas de revoir. En tout cas, monsieur le parlementaire, vous allez peut-être déjà revoir. Mais là, à chaque fois, on va dire quoi? Lorsqu'on nomme les personnes sur le même décret, mais on met au titre de l'Assemblée nationale, au titre des magistrats. Quand vous prenez une date comme ça administrative, vous regardez les visas. C'est ce qu'on appelle vu. C'est ça qui importe, qui explique l'acte. On ne va pas faire le cours de droit administratif ici, mais il faut que les confrères, les journalistes, tous ceux qui opinent sur l'actualité, essayent d'aller un peu plus à la culture, essayent d'aller chercher. Ils sont là pour éclairer la lanterne, et non pour assombrir davantage la mémoire des gens. Il faut qu'ils puissent aller à la connaissance. Donc, retenons que M. Oumbé, il est nommé chef de file de l'opposition parce que, il est le secrétaire exécutif national des forces corruptes pour un Bénin émergent. Mais la déduction de cela, c'est que les forces corruptes pour un Bénin émergent est un parti d'opposition qui a rempli les critères prévus par la loi portant statut de l'opposition. Maintenant que les gens aillent voir la loi portant statut de l'opposition et ils comprendront le processus. C'est aussi simple que ça. Donc on ne peut pas passer ce temps à répéter ces choses-là, au point de penser que le conseil électoral est monocolore. Voilà encore une expression. Bon, on a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur depuis quelques temps. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. Il y a des représentants. Les représentants ont été désignés conformément à la loi. Donc il n'y a pas de couleur à voir. C'est comme ça. Voilà. Si les gens veulent qu'on change les lois, ils travaillent sur les lobbying. La société civile, ils font du lobbying. Ou bien ils font tout pour se faire les députés et ils vont proposer des lois. Ou alors ils utilisent d'autres canaux. Pour le moment, c'est exactement ça. Le conseil électoral, l'un des organes de la nouvelle Sénat, est composé par une personnalité désignée par la majorité parlementaire, une personne désignée par la minorité parlementaire, une personne désignée par les magistrats en assemblée générale, une personne désignée par le chef de file de l'opposition et une personne désignée par le chef de l'État. Voilà. Après ça, il n'y a pas de monocouleur, mi-couleur, six-couleurs. C'est de la caricature. Vous parliez du discours politique, ou du moins du discours du chef de file de l'opposition. Est-ce qu'en réalité, au regard de ce que nous avons connu comme crise, justement, le chef de file de l'opposition ne devrait pas quand même essayer d'être rassembleur? Je ne voudrais pas qu'on se focalise trop sur lui, on en a parlé déjà beaucoup de fois. Vous savez, M. Oumbé il ne vient pas du néant. Je pense que certains peut-être le découvrent, et parce qu'ils auraient voulu avoir quelqu'un comme eux, ils auraient souhaité, dans le sens qu'ils auraient souhaité. Chacun son tempérament. Mais Paul Oumbé n'est pas un nouveau militant. Donc, il a sa stratégie, il a sa manière. Moi, je tire dans ce que j'ai écouté ce matin, que M. Oumbé doit faire un peu d'effort de ne pas répondre du tac au tac. Mais je ne sais pas si je l'ai vu. Est-ce qu'il a choisi de communiquer? Est-ce qu'il est passé dans les médias? Je ne pense pas. C'est vrai qu'il a, par ailleurs, donné quelques réponses aux interrogations de Oui, parce qu'il était reçu par une radio. Parce qu'il était reçu par une radio, il me semble. Mais je pense que, oui, c'est normal qu'il se défende. Mais c'est à lui de trouver la stratégie. S'il sort trop pour se défendre, on va dire qu'il s'occupe de trouver sa personnalité. Et même au sein du parti, il va mettre son propre parti mal à l'aise. Si c'était trop également, c'est qu'il va laisser les gens dire n'importe quoi, n'importe comment. Donc c'est à lui de trouver le tempo, le juste milieu, pour pouvoir passer son message. En sachant qu'il a une obligation de résultat vis-à-vis d'abord du parti, mais il a une obligation de résultat vis-à-vis de l'opposition. Il n'est pas le patron des opposants. Il est le premier d'entre eux, mais il n'est pas leur patron. Parce que j'ai écouté comme si c'était lui qui doit parler en leur nom. Non, effectivement, il a plus de tribune que... Mais c'est à lui de faire jouer à l'opposition un rôle de participation à l'action publique, c'est-à-dire avec des alternatives, avec des propositions qui complètent ce que fait le gouvernement, qui le critique et qui montre l'alternative, que autre chose est possible.
C'est à lui de monter le schéma. C'est à lui de façonner l'orientation et de la mettre en route, en œuvre. Et donc, il ne peut pas le faire seulement dans le craquant de FCBE, il doit s'ouvrir aux autres partis d'opposition. Il a tenté de le dire de sa nomination. Il faut qu'il communique sur sa stratégie, parce que les choses vont très vite, il n'aura pas de répit. L'un dans l'autre, beaucoup lui font un grand procès, un peu trop tôt à mon avis. Lui également doit rapidement trouver le tempo et l'annoncer comme feuille de route pour que chacun puisse le suivre et qu'il soit redevable également vis-à-vis de l'opposition. L'opposition qu'il représente et qui doit beaucoup plus rassembler, effectivement, comme beaucoup l'ont dit. Exactement. Il y a quand même un travail à faire quand on sait qu'on a eu droit quand même à des opposants qui, pour la plupart du temps, n'arrivent pas à quand même faire des propositions. Maintenant, ça semble être une exigence. Agapit Napoléon Maphorican. Non, il n'y a pas d'exigence de l'opposition, en fait. L'FCBE, il y a un chef de file de l'opposition, la tribune lui a offert, s'il reste à MOF, on contactera. Ou bien si c'est le parti qui est à MOF, il faut que d'autres partis puissent prendre le dessus en participant au jeu électoral, aux élections. Donc le jeu est toujours ouvert. Le jeu est ouvert, on ne va pas dire, comme je dis, il n'y a pas, aucun autre parti ne peut exiger quoi que ce soit à Paul Ompé. Il est le chef de file, comme on a dit, il n'est pas le patron. Le président des démocrates est un chef de l'opposition. Le président du MPL est un chef de l'opposition. Je ne sais pas si DUD est déclaré de l'opposition. Sinon, le président du DUD est un chef de l'opposition. Mais lui, il est le chef de file. Normalement, il les consulte. Mais si quelqu'un ne veut pas se faire consulter, si quelqu'un veut aller solo, il ne peut pas l'obliger non plus. Mais la tribune que lui, là, les autres n'ont pas. Les moyens que lui, là, les autres n'ont pas. C'est là qu'ils ont besoin d'une stratégie pour pouvoir se faire entendre. C'est-à-dire qu'ils veulent jouer collectif. Collectif, surtout pour l'échéance qui nous attend, 2023 déjà. Et c'est important de se retrouver. D'aucuns souhaitent quand même que l'opposition finalement se retrouve unie pour affronter ces élections, pour s'arracher donc des sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un souhait? C'est une obligation. Je vous l'ai dit, je pense que là aussi on est revenu là-dessus. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, sans regroupement, personne ne peut rien gagner. C'est déjà acté. Donc, inutile de se répéter, mais c'est déjà acté. Donc, si l'opposition reste telle qu'elle est divisée, enfin, oui, c'est normal qu'il y ait plusieurs types d'opposition. Il y a ce qu'on appelle les radicaux, il y a ce qu'on appelle les constructifs, les modérés et autres. Mais chacun fait son opposition. L'essentiel est que le jeu soit respecté. L'essentiel est que l'ordre soit respecté. L'essentiel est que les règles du jeu soient respectées. Donc, ce qu'on reproche à une certaine opposition, notamment les démocrates, c'est qu'ils refusent le jeu. Ils ne croient pas aux règles du jeu. Alors, ils se sont conformés à la loi pour être partis, et maintenant ils refusent de respecter la loi. Ils veulent leur loi à eux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un parti comme ça. Et c'est là que la République de Hong Kong, quand même, a été, me paraissait quand même normal, contrairement à ce que c'était cru. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un non-événement. Est-ce que c'était opportun de répondre? En tout cas, à mon avis, j'aurais été à sa place, je répondrais. Ça n'empêche pas que M. Ondete n'est pas les démocrates. Il est le numéro 1. Ne veut pas dire qu'il est les démocrates. Donc il ne peut pas dire que c'est un non-événement. C'est un événement. C'est la première fois que ça se passe au Bénin. C'est un événement. Il faut que nos enfants, on puisse les regarder quand nous parlons français. C'est un événement. Donc, il ne peut pas dire que c'est un non-événement. C'est normal que ce fut un événement. C'est un événement. Après, c'est à lui, et Ondete, par exemple, de dire ce qu'il attend du chef de file de l'opposition. Mais vous le jugez avant même qu'il soit aux actes. C'est pas sérieux. Et donc, c'est normal qu'il réponde. C'est normal qu'il réagisse. Et remettre les choses, les pendules à l'heure. Et après, c'est normal également qu'il trouve une stratégie d'aller vers les démocrates. Maintenant, si ce parti veut démarrer hors la loi, elle ne continuera pas d'exister. Et puis, de toute façon, le parti se crée pour aller aux élections. S'il ne faut pas aux élections, à un moment donné, on consacrera sa nullité, enfin, sa dissolution de fait. Donc, vous comprenez que il n'y a pas à souhaiter que les gens aillent en d'expresser ou en maçon. C'est une évidence. S'ils n'y vont pas, ils vont être laissés sur le carreau. Ils vont se dissoudre eux-mêmes dans l'ensemble. Très bien, voilà. Agapit Napoléon Maphorican, le médiateur donc, de la République, était sur dimanche. Oui, peut-être avant de parler du médiateur, on va toujours parler. Globalement, nous parlons déjà du duel et de l'hebdo, des éditorialistes. Je pense qu'il faut dire un petit mot sur le conseil électoral, parce que j'ai entendu, peut-être si l'opposition n'est pas bien représentée, il faut qu'il voit les choses. Non.
Le conseil électoral est un des deux organes de la Sénat. Le conseil électoral n'agit pas. Elle oriente, conformément au code électoral. En fait, c'est un organe politique, un organe de supervision, un organe de décision de supervision. Leur Bible, leur mot d'ordre, leur lettre bréviaire, c'est la Constitution et surtout le code électoral. On ne peut pas trahir le code électoral. On commence déjà par l'exécuter avec des décisions de la Cour constitutionnelle qui s'imposent. Donc ils font autour de ce code un bloc de droit, autour du code électoral. Le code lui-même et les décisions de la Cour constitutionnelle qui suivent permettront à la Sénat donc de fonctionner. Donc ils donnent des directives maintenant à la direction générale des élections qui elle est un organe administratif. C'est des membres désignés sur appel à candidature. Donc c'est une administration. Eux qui sont là pour opérationnaliser les décisions. Donc il n'y a pas quelque chose vraiment. Je pense qu'on est passé à l'intermédiaire. Au prime, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est ce qui devrait être. C'est la norme. C'est la norme. Mais pour des raisons, pour d'autres de confiance, on est passé à la Sénat. Depuis 1995. Mais la Sénat n'a pas permis, le fait d'aller à la Sénat n'a pas permis d'avoir des élections pacifiques. En tout cas, les élections sont toujours sujettes à débat, à discussion, à contestation, avec des crises pré- ou post-électorales. Donc, la trouvaille actuelle, elle est meilleure. Elle est d'autant plus meilleure que l'organe politique du Sénat est là, qui a son regard sur l'activité, qui a son regard sur la prise de décision, parce que c'est elle qui la prend, mais qui a son regard sur la mise en œuvre. Mais ce n'est pas elle qui met en œuvre. C'est un directeur général recruté conformément à la loi sur la base d'un cahier de charges précis. Et c'est une des directions techniques dont les directeurs sont recrutés également de la même manière. Donc, quand vous regardez... Mais est-ce que la direction générale des élections ne sera toujours pas influencée par l'institut, en fait, l'organe politique qui est là, qu'est le conseil électoral? Mais c'est une administration. C'est un haut cadre de directeur général des élections. Où est l'influence? Le lettre politique, c'est le code électoral. Il est là, il est entouré de directeurs techniques. Alors, qu'est-ce que vous appelez influencer? Ça veut dire qu'ils vont laisser le code électoral pour utiliser leur propre loi? Ou bien ils vont exiger de nouveaux tests? Non, ils vont appliquer les tests. Et puis pourquoi mettre en doute la crédibilité d'un haut responsable? Voilà, donc si on doit se poser la question de s'il est crédible, s'il est crédible, mais pourquoi dans les pays là, c'est le membre d'un parti et chef de l'État? On va dire, mais est-ce qu'il est crédible pour laisser son parti, pour gouverner ou pour l'État? Pourquoi on ne pose pas cette question? Le mandat est de 5 ans, non renouvelable pour le conseil électoral, quand même. Donc, en principe, ils savent qu'ils sont là pour faire un travail et ils doivent le faire. L'administration est là pour tourner, pour rendre opérationnelles les directives. Alors, pourquoi dans nos conseils d'administration, on ne dit pas que, bon voilà, comme c'est tel qui est nommé, il est de telle région, est-ce qu'il va travailler pour les autres régions? Est-ce qu'on est de tel arrondissement, est-ce qu'il va travailler pour les autres arrondissements? Si on rentre dans ça, on ne s'en sortira pas. Voilà, donc, il ne se pose pas un problème à mon avis. Le modèle actuel est meilleur que les autres. Maintenant, gageons qu'ils donnent les résultats attendus. Mais on ne peut pas leur faire déjà de procès alors qu'ils n'ont même pas encore commencé. C'est indécent. Et donc, il faut attendre, comme vous l'avez d'ailleurs dit sur ce plateau déjà, Agapit Napoléon Maforika, on attend quand même de savoir qui dirigera justement le conseil électoral. Qui dirigera la Sénat. La Sénat, oui, parce que le président, vous nous avez expliqué par ici. Il faudrait le président du conseil électoral est le président de la Sénat. Tout à fait, voilà. Et le directeur général, donc des élections. Le conseil électoral propose le cahier de charge et puis un appel à candidature est lancé pour recruter le directeur général et les directeurs techniques, quatre directions techniques. Tout à fait, très bien. On revient justement sur Joseph Yolonfon, qui parlait justement de son institution, l'institution qu'il a dirigée pendant 7 ans, 2 mois, 3642 plaintes qui sont quand même reçues par l'institution. Vous parliez justement de cette institution, on l'évoquait, Agapit Napoléon Maforika, pour Joseph Yolonfon, cette institution est nécessaire. Oui, c'est normal qu'ils vendent son affaire. Vous trouvez qu'ils vendent? Ils trouvent au regard de cela. C'est normal qu'ils vendent son affaire. Non, ils sont utiles. Ils ont fait du travail. Mais moi, je ne trouve pas son utilité. Jusqu'à même, je l'ai écouté. C'est le travail des ministères. C'est pas parce que des ministères sont défaillants, que des cadres de l'administration publique est défaillante, qu'on va créer une nouvelle administration. J'étais à la NLC, c'était presque la même chose. S'assurer que les ministères ont des manuels de procédure, s'assurer de ci, s'assurer de ça. Vous écrivez au ministère, ils vous répondent pas, ils vous répondent à peine.
faut faire des notes d'orientation, vous l'envoyez, mais bon, certains réagissent, certains ne réagissent pas. Alors, même chose, le médiateur reçoit des plaintes, vous avez 7 ans, 3000 plaintes, ça veut dire que, calculer le ratio, c'est pas beaucoup. Pas tendance à 3000 dans nos ministères, chacun devrait trouver son compte. Un bureau chargé des relations avec les usagers, normalement. Et les plaintes sont remontées au chef dans un bureau central à la présidence de la République, ça suffit. Quand le ministère sait que quelqu'un chargé de ça, de faire le point, les gens doivent faire leur travail. Les ministères sont là pour faire leur travail. Donc du coup, pour moi, la fonction de médiateur de la République, telle qu'elle est, aujourd'hui, moi, je regarde, et au regard des crises qu'on a eues, au niveau national, je trouve qu'on peut le réorienter. Mais ça, il faut alors toucher à la loi. Mais c'est pas il faut toucher à la loi. Mais c'est pas la faute du médiateur de la République. Pas du tout. Pas du tout. Et eux, ils s'échinent à faire leur travail. Je pense que c'est le législateur qui doit réfléchir globalement et resserrer. Vous savez, pour les élections tout à l'heure, ils ont fait effectivement leur film, que c'est un télé diffusé. Mais est-ce que, vous voyez, appel à l'appel, lors des élections, tout le monde s'occupe de l'appel. Finalement, ça devient transversal. Mais l'appel, mais tout le monde. On a au moins une institution qui a ce cahier de charge là, on comprend, plutôt que voilà, ça et là, chacun initie telle chose. Vous êtes sûr qu'on a eu les élections dans la paix? En tout cas, ils ont appelé à la paix. Le médiateur a appelé à la paix. Non, on n'est plus à l'appel à la paix. Les gens savent qu'il doit avoir la paix. Chacun doit concourir à la paix de l'autre. La vie en communauté mérite que chacun respecte la dignité de l'autre. Donc, pour la paix, on n'a pas besoin d'appeler à la paix. On doit faire rien la paix. Parce que les gens savent, il faut passer à la répression. Donc, du coup, moi, c'est tout le concept qui me pose un problème. C'est tout le concept. Est-ce que vous auriez souhaité une institution carrément politique? C'est ce que je vous expliquais tantôt. L'administration est là, on n'a pas besoin d'une administration d'une autorité administrative encore indépendante pour prendre des plaintes, saisir les ministères. Je sais pas, les ministères, il faut qu'ils fassent le travail. Voilà, donc je ne veux plus là-dessus. Un bureau avec les usagers suffit pour se plaindre. Et normalement, au niveau du cabinet du ministre, quelqu'un doit être chargé de ça. Et le ministre doit demander un rapport. Normalement, bon, bref, dans l'organisation des ministères, on peut trouver, dans la WAF des ministères, on peut monter cette affaire et depuis qu'on ait recours au médiateur de la République. La Sénat est l'organe de gestion des élections. On n'a plus besoin d'autres structures pour appeler à la paix. Et voilà, donc après, l'État est là pour faire rien la paix. Si les fauteurs de troubles veulent faire rien, l'esprit de guerre. Et donc, la justice est là pour faire ce travail. Il y a un droit pénal lié à la période électorale. Donc, je pense que lorsque chaque structure va faire son travail, il y a trop d'intervenants. À mon avis, on a trop d'intervenants dans les élections, dans ci ou dans ça, ou parfois, ça étouffe. Il y a trop d'acteurs. Il y a un organe de gestion des élections. Pour moi, j'estime simplement, comme l'a dit le médiateur, faire des rapports circonstanciels, des rapports spéciaux au chef de l'État, ça c'est normal. Ça c'est normal. Mais après, tout ce qui interviennent en dehors des organes de gestion des élections, et peut-être de l'observation de la communauté de la CEDEAO, pour à mon avis, à mon humble avis, après ça, on devrait avancer. Ça, c'est une parenthèse liée aux élections. On verra le médiateur de la République. Le médiateur, à mon avis, c'est ce que moi je pense, pour qu'il soit moins plus efficace, par les populations bien perçues. Il est efficace par rapport à la loi. Donc, par rapport à la loi, donc ils font le travail par rapport à la loi. Donc ici, ce dont nous parlons, c'est la pertinence de la mission qu'on leur confie. C'est-à-dire que quand on leur confie un travail, quand d'autres peuvent le faire, si on est un peu plus exigeant. Et pendant ce temps, il y a un vide. On a besoin de médiateurs nationaux, à mon avis, par rapport aux crises, par rapport à la fronde de l'élite. Je l'ai dit une fois. L'élite qui est en fronde, en face de la loi. Des universitaires, d'anciens ministres. Lorsque quelqu'un, par exemple, comme Kwame Kouché, est aux États-Unis en train de préparer sa thèse et appelle les gens à manifester dans le pays, comment on appelle ça? Si on avait un bon conseil de médiation, le médiateur, on devait le rappeler à l'ordre. Et parfois, tenter contre lui un procès. Là, ce n'est pas le gouvernement. Donc, il ne va pas lui parler de la justice de talent. Vous voyez, donc, en fait, on doit pouvoir discipliner l'élite. C'est l'élite qui a besoin de médiateurs. Ce n'est pas les populations. Les populations doivent aller vers les ministères, les administrations centrales, l'administration de l'État, qui doit être à leur disposition. Mais l'élite a besoin de médiateurs. Parce que
L'élite est indisciplinée. Mais pouvons-nous avoir aujourd'hui, c'est la question, Agapit Napoléon Maforia, pouvons-nous avoir aujourd'hui des médiateurs nationaux quand on sait que, justement, il y a une crise de valeur? Non, on ne l'a pas prévu. Si on l'a prévu avec un mécanisme, ils existeront. Et dès qu'il existe, dès que les formats. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, un peu joue le tout à la fois. Vous voyez, par rapport à la question, est-ce que les autres députés retournent au Parlement? On a dit, bon, c'est pas au président de l'Assemblée de nous saisir. Mais la fonction de régulation, de fonctionnement régulier des institutions, c'est la Cour constitutionnelle. On pourrait lui donner à un autre conseil de médiation qui gère ça et qui gère les crises entre institutions ou des crises entre personnalités. En tout cas, entre institutions, il n'y a pas de crise individuelle. C'est entre institutions. Et dans le cas d'espèce, faites de la conciliation et que cette décision ne peut être cassée peut-être que par la Cour suprême. Par exemple, si on dit ça par exemple. Ouais, je prends un exemple comme ça. Quand vous dites ça, vous orientez les crises nationales vers une structure formelle. Connaissant l'Afrique et les problèmes que nous avons par rapport à la dévolution du pouvoir, je pense qu'il y a une place pour cette institution. On a connu ça par le passé, mais ce n'était pas formalisé. Mais aujourd'hui, comme ce que vous appelez crise des valeurs, oui. Sinon, comment d'anciens présidents qui sont allés, qui ont exercé le pouvoir, comment un octogénaire comme le président Soglo peut se permettre quand même des propos qui sont plus dignes peut-être d'un adolescent adulte, d'un jeune adulte, que d'un octogénaire. L'octogénaire, à cet âge, on est sage. Normalement. En droit, si on n'a pas la sagesse à 80 ans, on ne peut plus l'avoir. Et lorsqu'on a assumé de hautes fonctions de l'État, on doit pouvoir être au-dessus de la mêlée. Quelque chose qui se passe autour de vous. Et lorsqu'on a voyagé, côtoyé des grands présidents, côtoyé des Mandela, on doit pouvoir incarner un certain nombre d'humilité. Prendre ça de ces personnalités immenses. Donc, oui, si on avait ce mécanisme, on aurait en tout cas sur quoi s'appuyer. Et Angèle Touboula posait à Yonfou par rapport à son communiqué qu'il a lu en 2019. Mais ce qui s'est passé en 2019, regardez, les institutions ont été obligées d'aller voir le chef d'État pour dire, mais écoute, ils veulent bloquer tout. Allez-y. On en a voulu à Yonfou d'avoir lu le communiqué. Et qui devrait le lire? Parce que c'est médiateur. C'est la seule institution qui dépend du chef de l'État parmi eux. On l'appelle institution pour un peu dans le sens d'une organisation. Une structure dotée d'un certain nombre de pouvoirs. Sinon, c'est un organe. Donc, lui, il peut recevoir des instructions du chef d'État. Alors, les autres États, dans leur fonction, il ne s'agit pas à l'Assemblée nationale de dire organiser les élections. Il ne s'agit pas, la Cour constitutionnelle n'est pas saisie pour que son président prenne la parole. Donc, ils sont conseils dans les décisions de la République, ils sont allés, mais la structure n'existe pas formellement. Il n'y a pas un conseil des institutions de la République. Donc, il faut bien, normalement, c'est le service de la présidence de la République qui devrait faire le travail. Et le directeur de la communication peut-être. Mais s'il le faisait, on va dire que bon voilà, talons à amener ces gens, on les a oubliés. Donc, alors ils ont trouvé, je trouve que c'était la seule alternative, c'était la seule possibilité. Demander au médiateur de la République donc de parler. Et il a parlé. Voilà. Donc, il y a un vide. Il y a un vide par rapport aux crises. Quand vous regardez toutes les crises que nous avons connues depuis 90, je pense qu'il y a un vide. On a besoin de médiateurs nationaux. D'un médiateur national. Peut-être qu'une seule personne ne pourrait, peut-être pas. Mais les anciens présidents de la République, à mon avis, je pense qu'ils ont par exemple un rôle à jouer. Ou d'un conseil de 3 personnes, par exemple. Bon, c'est pour régler. Est-ce que, outre les anciens présidents de la République, par exemple, on a constitutionnalisé désormais le Haut Conseil des rois. Est-ce que ça, par exemple, ça ne devrait pas être un espace également de médiation? Non, les rois peuvent gérer les problèmes au plus bas, au niveau local. Au niveau local. Et donc pas à l'échelle. Parce que les traditions ne sont pas les mêmes. Nous sommes un pays, nous aspirons à être une nation. Et nous avons plusieurs valeurs. Nous avons plus donc. Je pense qu'il faut laisser le Conseil des rois là où il est. Et surtout le rendre fonctionnel au niveau de la chefferie traditionnelle, c'est au niveau local. Au niveau national, la médecine dont nous parlons, c'est d'anciennes personnalités, comme les présidents de la République, les anciens, ou à défaut... Les anciens parlementaires aussi. Non, pas vraiment. À défaut, des personnalités qui ont exercé leurs fonctions, des personnalités à la retraite, qui ont été peut-être à un certain niveau parlementaire peut-être, président de la Cour suprême peut-être, ancien membre de la Cour suprême peut-être, ancien membre de la Cour constitutionnelle peut-être. Donc, des hauts responsables, ceux qui ont déjà assumé au niveau élevé ces fonctions. Donc, d'un certain âge également, pour être à l'abri du minimum de besoins. Donc,
une petite administration et ils connaissent, ils statuent et comme en là-bas par là, ils discutent. Eux ne parlent pas du droit. Ils regardent la loi, ils regardent les problèmes posés, ils regardent un peu la culture du pays, ils regardent un peu l'environnement, ils regardent les exigences du moment et ils prennent une décision au nom, pour le bien du peuple béninois. Je pense que ce n'est pas une justice, mais c'est une sorte de trouvaille béninoise. Je pense qu'on peut réfléchir un peu de ce côté-là. Ça rendra l'institution médiateur de la République, à mon avis, meilleure. Maintenant, s'il faut le garder, créer une sorte de conseil de médiation, ou bien un conseil de régulation institutionnelle, pourquoi pas. En tout cas, moi j'estime, ce n'est que mon avis, j'estime qu'on en a besoin pour pacifier un peu les relations intra-institutionnelles et un peu calmer un peu le jeu. Certainement avec la nomination donc de Pascal Essou, c'est tellement que on est en train de penser à une peut-être restructuration de l'institution. Non, Pascal Essou, non, mais pour être médiateur de la République, dans le cadre, je n'ai pas cru entendre que la loi sur le médiateur de la République va être revue. Je n'ai pas, non, laissons les choses, ça c'est qu'une idée qui est sortie, peut-être que d'autres idées sont en cours, qui sait. Donc, laissons, pour le moment, on est encore statu quo, donc voilà, il faut plutôt avancer. Avancer, très bien. Agapit Napoléon Maforican, il y a quand même une question qui se pose véritablement, c'est cet aspect qui touche la justice. On entend justement beaucoup plus certains compatriotes qui s'offusquent de ce que la justice n'est pas indépendante, que la justice est aux ordres de tel ou tel. C'est un débat qui revient toujours. Est-ce qu'il n'est pas temps de régler ce problème au niveau des cadres, des élites? Non, que les gens disent, dans tous les pays ils le disent. En France, le bureau des comptes, ou quoi, bon, les relations entre la justice et l'exécutif, les relations entre la justice et la justiciable, les petites railleries des politiciens lorsque la justice les épingle, ils trouvent toujours la main de l'opposant. C'est ça. Parce que personne ne veut être touché. Personne ne veut être perturbé. Personne ne veut surtout rendre compte à la justice. La justice fait peur à tout le monde. Ça fait peur. Vous voyez, les Béninois ont détalé, même ancien ministre de la Justice qui fuit, hein, parce que la justice le convoque. Ça vous voyez qu'il y a un problème de la justice. Et les gens ont peur de la justice. Bon. Est-ce que la justice peut ne pas faire peur? Je pense que la justice nous fera plus peur si nous faisons beaucoup attention à nos actes. La justice n'invente pas les actes. La justice est saisie des actes que vous avez commis, que nous avons commis. Donc c'est à chacun de faire beaucoup attention. Parfois, les actes ne sont pas exactement commis dans l'esprit que la justice lui donne, ou bien que la saisine lui donne. Mais vous savez, le point de la justice, c'est un peu le point des hommes. Ça vient, tout ce qui est humain laisse toujours des doutes, plein de doutes sur l'indépendance de l'individu. Aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis, c'est un peu la Cour suprême, comme on le dit, elle est suprême. Elle est à la fois Cour constitutionnelle comme haute Cour administrative. La Cour suprême des États-Unis, ces membres sont nommés ad vitam, à vie, par le président qui est là. Je pense qu'il y a le président, il y a le Congrès, ici je ne me trompe. Lorsqu'un décède, par exemple, c'est qu'un président X a nommé à telle année, c'est le président Y qui est là qui nomme. Alors, ils sont 5, si je ne me trompe aussi. Ils sont nommés par le Congrès, le Sénat et le président américain, c'est à vérifier. Si par exemple, il y a 3 démocrates, 2 républicains, la justice n'est pas républicaine, elle n'est pas démocrate. Mais le fait que ceux qui sont là sont désignés par cette structure-là. Et les gens sont attentifs, les médias sont attentifs, l'opinion publique est attentive. Et aucun président, aucune structure ne désigne les gens de l'autre camp. Ça veut dire que c'est important. Alors, lorsque un membre de la Cour suprême décède ou démissionne, et c'est le président démocrate maintenant, et c'est le président républicain qui est là. Alors que celui qui est décédé est un démocrate. Et c'est un président républicain qui est là. Il désigne. Il fait changer la balance. Et c'est important. Et donc le rapport de force, c'est d'autant plus important que c'est une Cour suprême dominée par les républicains qui a déclaré George Bush Jr. gagnant de la présidentielle américaine de 2000 contre Al Gore. Avec cette crise, vous avez évoqué voilà. Donc, comprenez ce que vous comprenez. Comprenez ce que vous comprenez. C'est des hommes. Peut-être que si c'était une Cour suprême dominée par les démocrates,
Peut-être que ça n'aura pas été ce Exactement. résultat. On pourrait dire que c'est Al Gore. Donc, c'est une Cour suprême qui prend sa décision, de manière indépendante. Mais l'indépendance dont on parle, c'est des hommes qui parlent quand même. Vous rentrez chez vous, vous votez, donc vous prenez position. Vous avez la jugeote, donc dès lors, vous avez votre position. Vous faites l'effort de respecter la loi. Bien après, quand les faits sont en discussion, on peut les interpréter. C'est pour dire quoi? Il n'y a aucune justice humaine meilleure. Il ne peut pas. Un homme ne peut pas prendre, ne peut pas dire le droit, ne peut pas juger et être totalement impartial. C'est impossible. C'est pour ça qu'on parle de l'intime conviction. Du juge. Le juge, j'ai fait l'arbitrage football, et il est juge, l'arbitre central, en dit selon son intime conviction. Le juge aussi, qui prend sa décision au nom du peuple béninois, il regarde la loi. Et après, pour décider, c'est son intime conviction qui l'appelle. Donc, l'intime conviction peut être erronée. L'intime conviction peut être perturbée par d'autres éléments. Est-ce que ça peut être influencé par le politique? L'intime conviction peut être d'autres éléments. Donc, pourquoi pas parler de politique? Mais vous êtes dans un environnement, vous avez une carrière à gérer. C'est pas au Bénin. C'est pas en Afrique seulement, c'est en France aussi. Donc, c'est pour ça que la question sur la justice est toujours récurrente. Ceux qui s'attaquent à la justice, c'est des faiblards. C'est des faiblards parce qu'ils sont convaincus qu'eux-mêmes ne feraient pas mieux. Ils sont convaincus qu'ils sont des hommes. Et que ceux qui prennent les décisions à la justice sont également des hommes. Vous perdez, faites votre deuil. Faites votre deuil et passez à autre chose. Vous gagnez, remerciez Dieu et bon, passez à autre chose également. Parce que ça peut être dans un sens comme dans un autre. Moi, si je Pourtant, on entendait que nous sommes dans une séparation de pouvoir et donc que la justice devrait être indépendante. Elle est indépendante. Le procureur, un peu le regard, c'est la porte d'entrée du gouvernement, c'est la justice, c'est le parquet. Le parquet est nommé par la chancellerie, normalement, le ministre de la Justice. Mais après, toute l'organisation judiciaire repose sur l'indépendance de la justice. Le juge d'instruction, qui va plus loin dans la manifestation de la vérité, qui instruit un dossier, lui, il a du siège, il ne reçoit d'ordre de personne. Enfin, il n'est censé recevoir d'ordre de personne. Mais si quelqu'un reçoit d'ordre et exécute, c'est là que l'homme intervient. Mais vous n'allez pas aller chercher des bois, des arbres ou de la ferraille pour pouvoir être à cette place. C'est des hommes. Donc, c'est là que ça devient... Tout le problème. Que le problème est. Et c'est dans le monde entier. Après, c'est une affaire de personnalité. C'est pas en criant contre l'autorité que vous êtes le meilleur juge. C'est pas en disant non, oh le ministre a tenté de me corrompre, mais que vous êtes le meilleur juge. Vous êtes juge quand vous êtes face à votre situation, assis, en votre âme et conscience, en regardant la lourdeur de la réalité que pèse sur votre épaule. Et après, quand même, on a plein d'amis de juges qui passent, qui font leur travail, honorablement. Il ne faut pas qu'on noircisse les gens. Donc, oui, c'est des individus, c'est des hommes, avec leurs faiblesses, comme tout le monde en a. Mais le principe de l'indépendance est là. Donc, je parle de juge d'instruction. Je parle de juge de la liberté et de la détention. Il est libre. C'est un juge de siège. C'est un juge de siège. Le président de la cour du tribunal, c'est un juge de siège. Donc, lorsqu'une cour se réunit, vous avez le président de la cour et vous avez le procureur, le parquet général. Le parquet, c'est le ministère public. Ça, c'est l'exécutif. L'exécutif peut avoir un regard. Il peut avoir un regard peut-être. Lui, c'est l'accusation. Mais après, c'est pas ce que le parquet requiert que la cour retient. Parfois, la cour statue. La cour, parfois, ne suit pas. Mais n'oubliez pas, le juge du parquet a beau être désigné, le magistrat du parquet a beau être désigné par l'exécutif, ou bien dépendre hiérarchiquement du ministre de l'Intérieur. Mais Le ministre de la Justice. de la Justice, c'est un juge aussi. Il peut passer de l'autre côté. Donc, il fait aussi son travail avec beaucoup de rigueur. Alors, quand les gens attaquent, ils n'apportent aucune preuve. Où est des avocats qui, au lieu de rentrer dans leur dossier, rentrent dans leur dossier et jugent déjà la justice? C'est ça. Quand vous regardez la plupart des griefs contre la justice, vous verrez qu'aucun réellement ne se fonde sur des éléments tangibles.
Et semble que c'est une stratégie de défense. Donc, Non, aller sur les médias, non, parler ce de... n'est pas sur les médias que le procès se déroule. Ce n'est pas sur les médias que le procès se déroule. Je vous l'ai dit. Si c'est en France que l'histoire de Dominique Strauss-Kahn avec son incident avec Nafissatou Diallo s'est déroulé, on avait dit que c'est le gouvernement qui l'a piégé et que c'est pour l'empêcher d'aller aux élections. Il y aurait eu émeute. Bon, c'est vrai que on dit toujours que... Il y aurait eu émeute. Bon, quand c'est aux États-Unis, on peut supputer, mais bon, on dit rien de la justice américaine. François Fillon, ancien premier ministre français de Nicolas Sarkozy, une fois désigné pour être candidat de la droite aux élections, et qu'il a gagné les primaires, tout de suite, on sort de chez contre lui. C'est la presse. Avec sa femme. On va dire que c'est le gouvernement. Et en Afrique, on va dire que c'est le gouvernement. Là-bas, les gens aussi, ils ont soupçonné. Il a dû quitter la chaîne. François Hollande, combien de dossiers il n'a pas eu contre lui? Nicolas Sarkozy, combien d'enquêtes ne sont pas ouvertes contre lui? Il vient d'être condamné. Toutes les affaires sont derrière lui encore. Et toi, Balladur, premier ministre français donc de François Mitterrand, sous son dernier double septennat, c'est-à-dire 93-95, a été condamné tout récemment pour une vieille affaire, Karachi. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire, la justice ne calcule pas que vous soyez autorité ou que vous soyez citoyen normalement. Vous enfreignez la loi, on vous en sanctionne. Alors, quand ces autorités sont sanctionnées là-bas, ça ne dit pas, on ne trouve pas que c'est l'État. Et nos chefs d'État n'écrivent pas les chefs d'État là-bas pour dire faites attention, les gens ne font pas la rue. Chez nous, on trouve que la justice est impartiale, que c'est la justice de telle personne, et qu'il faut marcher. Et bon, donc, on met pression sur le gouvernement là-bas. Leur office dit que bon, voilà, tel pays n'est pas sécurisé, on accorde l'asile. Mais il y a une confusion que même ce pays-là crée. Vous savez, certains font la balance entre la maturité démocratique. De l'autre côté, c'est vrai, je vous ai toujours posé cette question, mais je vous la repose. La maturité démocratique en France ou dans... Il y a une culture démocratique en France meilleure que nous. Ce n'est pas une affaire de maturité, c'est une affaire de culture. Il y a moins l'illettrisme là-bas qu'ici. Donc il y a moins d'encombrement d'esprit là-bas en Europe qu'en Afrique. Et c'est pour ça que je dis que l'élite est à la base de tout ce qui se passe chez nous. L'élite qui ne veut pas savoir vaincu. L'élite qui veut tout avoir, et quand il n'en a pas, donc c'est contre elle, tout est contre elle. C'est ça le problème. Et cette puissance aussi joue à diviser, à fragiliser nos États, pour pouvoir toujours être les maîtres. Donc, en parlant de ces cas de restauration français, je vais juste vous montrer que partout, lorsqu'il y a justice, il y a toujours problème. Parce que quelqu'un est mis sur le banc des accusés et il n'est pas content. Et puis je ne veux pas savoir, en France on a connu des ministres. Je vous regarde droit dans les yeux. Il dit ça aux parlementaires. L'ancien ministre des Finances, le petit premier de François Hollande, sous son seul, son unique quinquennat, 2012-2017, le tout premier. Plongé dans une affaire, il est allé devant les députés pour dire c'est faux. Et pourtant, quand on a fini par le épingler. Ici, on va dire que c'est le pouvoir, que c'est l'État, que c'est le chef d'État, que c'est la justice du public pouvoir. Donc, lorsque les hommes publics eux-mêmes ne croient pas à la justice, donc ils ne croient pas à leurs institutions, ils ne doivent pas être hommes politiques. Puisque l'un des socles sur lequel est fondé l'État républicain, la République, c'est justement la justice. Si vous ne croyez pas à ça, vous allez croire à quelle justice? C'est les hommes qui vont l'animer. Si l'autre part, vous allez amener les vôtres. La preuve, quel chef d'État est arrivé et a refusé d'avoir ministre de la justice? Ils en ont toujours. Pourtant, donc, ça veut dire que, et quand le ministre de la justice vient, ils font le redéploiement. Ça veut dire qu'ils veulent aussi placer des gens. Alors pourquoi on s'attaque? Je pense qu'il faut que les gens sachent perdre. Il faut regarder les matchs de football, handball, tennis, voilà, tout ce qui est sport. Il y a toujours un arbitre. Même s'il s'est trompé, il s'est trompé. On a même la VAR. La VAR dans le football n'empêche pas les erreurs d'arbitrage. Les gens On n'est toujours pas content. Voilà, donc c'est la même chose.
La VAR, ici, c'est les recours. Mais après, il faut avancer. On ne peut pas avoir gain de cause partout. On ne peut pas ne pas. Parfois, on est victime d'injustice parce que les hommes ne peuvent pas dire la justice. Or, on a besoin de la justice. Lorsque vous êtes, il faut quelqu'un pour trancher lorsque vous vivez ensemble. Donc, c'est une quadrature du cercle, c'est quelque chose. Il faut gérer ça et avancer, comme je le dis toujours. Il ne faut pas se scléroser. Il ne faut pas. Tout le monde ouvre de soulagement quand un des siens est libéré ou est sauvé de la justice. Tout le monde. Mais après, travaillons, faisons l'effort de ne pas tomber. Lorsque des gens appellent à la violence, lorsque les gens appellent à affronter l'État, ils tombent sur le coup de la loi. Mais si on ne l'applique pas la loi, qui va appliquer la loi? Voilà, c'est ça. Très bien. En tout cas, on parle il y a cette semaine, on revient toujours sur cette lettre adressée à Patrice Talon par le président français. Ça revient toujours et dans la dernière sortie d'ailleurs de l'ancien ministre Kwame Kouché, il est revenu sur cette lettre qu'a dit concrètement Emmanuel Macron pour qu'on trouve que c'est justement une morale qu'on donne au président béninois Patrice Talon. Puisqu'il estime que des félicitations n'ont pas été donc adressées à Patrice Talon, mais plutôt la représentation d'un certain nombre de fondamentaux démocratiques. Vous voulez que je me répète en disant que la France n'a pas de leçon démocratique à donner au Bénin? En 90, on a entendu qu'il n'y a pas de développement sans démocratie. Et pourtant, on a compris que la France a continué à traiter en bilatéral comme en multilatéral avec beaucoup de pays en Afrique, qui ont tourné dos à la démocratie, en tout cas tel que la France l'exigeait en 90. Le Congo, Brazzaville par exemple. Pascal Lissouba, qui a été élu président, n'a pas fait son mandat. Une guerre et des nations qui soient repris encore Je ne prends que cet exemple-là, au Gabon. C'est le clan familial qui est là. Et la France joue avec. Vous voulez que je continue? Alors donc, lorsque vous voyez ça, vous dites, mais vous ne pouvez pas prendre des leçons. La France gère ses intérêts avec ces pays-là. L'Afrique aussi a ses intérêts. Le Bénin gère sa destinée. Le Bénin gère son avenir. Le Bénin s'est contenté, s'est satisfait des congratulations de meilleur pays d'Afrique, pays démocratique, le meilleur pays. Et aucune élection n'est jamais terminée sans problème. Une classe politique désorganisée, uniquement orientée vers le gain. Et quel gain? Le gain facile. Toute la structure de l'État perturbée. L'absence de la notion du travail. Beaucoup de tard que nous avons tenu. Des années scolaires non terminées. La grève comme la première arme de bataille. Grève sans service minimum. Même dans les services spéciaux pertinents, sensibles, comme l'hôpital. On a connu ça dans ce pays. C'est ça la démocratie. C'est ça. Donc, pour l'organiser et revenir tout au moins des normes acceptables, des lois ont été votées, ont été prises régulièrement par l'Assemblée, régulièrement, dans les formes régulières, à l'application dit qu'il n'y a pas que c'est dictatorial. Qu'il y en a qui refusent de jouer le jeu. Et c'est eux qui ont droit au chapitre. C'est eux qu'on écoute. Quand vous êtes justiciable et la justice vous invite et vous fuyez, on vous donne l'asile. Parce que là-bas c'est la terre des nègres, ici c'est la terre d'Hélène. Il y a quelque chose qui va. Il y a beaucoup d'anomalies. On peut trouver mieux, on peut accompagner mieux. Donc c'est pour ça que moi j'estime que la France n'a pas de leçon de démocratie à donner au Bénin. Non, la France est la France. Elle évolue avec ses formats. Le Bénin fait une démocratie, sa démocratie. Et sa démocratie n'est pas loin des standards internationaux. La preuve, regardez tous nos stats. Le Bénin n'est nulle part classé pays antidémocratique. Nulle part. Nulle part. Et Mo Ibrahim nous a décalé, nous a ramené. Freedom House, Voltaire, démocratie totale. Après on est passé à hybride, oui. Parce que les gens ont noir sur le tableau. On met encore démocratie. Donc, qu'on nous laisse avancer. Moi, je trouve que nous aussi, nous commentons trop ces choses, les félicitations. Moi, par principe,
J'estime qu'on n'a pas de non. Le fait même d'attendre une lettre de félicitation me pose un problème. Le gars n'a pas celui de vous féliciter. À la fin de match, les autres équipes, les autres joueurs ne veulent pas venir se féliciter ceux qui ont gagné. Mais tant, qu'importe. Chacun regarde le vestiaire et puis le match continue. C'est quand même une reconnaissance internationale. Non, non, la fédération, on n'a pas besoin de reconnaissance internationale. La reconnaissance internationale se fait aux Nations Unies. Et après, peut-être de manière bilatérale, par les relations diplomatiques. C'est tout. On n'a pas besoin de... Ces lettres-là ne valent rien. Ça n'a aucune valeur que, bon, la civilité internationale peut-être. Alors si quelqu'un ne veut pas être civil, enfin, ne veut pas faire plus de civilité avec l'autre, est-ce que c'est un mal, c'est un problème? La vie continue. Nous commentons trop ces choses, à mon avis, hein, qu'un chef d'État félicite un autre de son élection. C'est leur problème, c'est entre chefs. C'est un chef, c'est pas une affaire des médias. Donc, on ne devrait pas craindre pour la coopération qui existe. Non, il y a rien. Non, vous le dites. Parce que certains, on a quand même suivi certains qui proposent à ce que l'ambassadeur donc de la France au Bénin soit appelé, soit interpellé, par exemple. Ça, c'est pas mon travail, c'est pas mon rôle à moi. C'est pas mon. Moi, je ne veux pas aller sur le terrain. C'est pas mon champ d'analyse. Voilà. Agapit Napoléon Maforégan, merci beaucoup. Merci donc pour cette disponibilité. Merci pour ces éclairages. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le décryptage de la semaine qui vient clôturer en beauté, bien évidemment, votre grand programme dimanche, c'est politique.